Bonjour à tous, je suis Émilie Castin d'Esribelux et je vous rejoins aujourd'hui pour vous présenter ArgisUrban, une nouvelle application d'Esri. Le webinaire se déroulera en 4 parties. Premièrement, je vais vous introduire l'application dans la plateforme Argis et présenter ce que ArgisUrban permet de faire. Ensuite, je présenterai quelques exemples de ce qui a déjà été réalisé grâce à l'application. Je ferai bien sûr une petite démonstration de son fonctionnement et de toutes ses capacités. Et comme d'habitude, nous finirons par une petite session de questions-réponses. Qu'est-ce que la plateforme d'Argis? Certains d'entre vous reconnaîtront probablement ce petit diagramme qui a déjà été présenté à de nombreuses reprises. Donc, la plateforme web d'Argis a comme idée de rendre accessible le SIG à tous et partout. Elle nous permet ainsi de lier des applications desktop telles que ArcMap ou Argis Pro, qu'on utilise plutôt au bureau, avec des applications utilisées plutôt sur le terrain, telles que Survey123 et toutes les autres que vous connaissez probablement. Elle permet de partager son travail avec ses collègues ou même avec le public de manière générale, grâce à Argis Online ou Argis Enterprise. ArgisUrban est une extension d'Argis Online. C'est une application web d'aménagement du territoire et de planification urbaine. L'application a pour but de connecter tous les acteurs concernés dans le développement urbain, que ce soit des planificateurs aux développeurs, tout en incluant les citoyens. Qu'ils soient privés ou publics, tout le monde peut interagir sur la plateforme. Elle permet aux planificateurs d'utiliser des outils spatiaux pour évaluer les propositions. Elle permet aux développeurs de connaître le contexte dans lequel ils évoluent, ainsi que les régulations applicables sur le terrain. Et surtout, elle permet aux citoyens d'être engagés et actifs dans le développement de la ville et des changements qui s'y opèrent. Elle offre un modèle commun de tous ces changements de la ville et permet à des équipes multidisciplinaires de travailler ensemble à toutes les échelles de la ville, dans un but d'une meilleure collaboration. Les différents outils de planification urbaine permettent de prendre des décisions réfléchies, de promouvoir le développement et l'investissement pour atteindre une vision de la ville, de la communauté. Mais qu'offre ArgisUrban et quelles sont ses capacités? Tout d'abord, la visualisation des projets. Elle permet de visualiser sur une carte tous les projets et les plans en cours, prévus ou déjà réalisés de la ville sur un réplica numérique 3D. On peut par exemple suivre l'avancement de la construction d'un nouveau bâtiment ou de comparer les différentes propositions pour la réhabilitation d'une parcelle. On peut aussi planifier différents scénarios. ArgisUrban simplifie la création, l'édition et la gestion des plans d'occupation du sol et de créer de nouveaux bâtiments, par exemple. Ça permet d'évaluer l'impact des changements dans une zone d'étude et grâce à des indicateurs et des analyses détaillées, ArgisUrban permet également de créer donc des scénarios à la volée pour aider à visualiser des zones qui seraient touchées par les développements urbains proposés. La quantification des impacts. Comme suggéré, on peut ainsi guider et mesurer les impacts des changements de la ville grâce à des facteurs tels que l'évolution de la population, le plan de secteur et des indicateurs contextuels de la ville. L'application permet aussi d'interagir avec les membres du public. On sait que pour n'importe quel projet de développement, l'interaction avec le public est primordiale. Les citoyens sont parfois réticents au changement, souvent par manque de confiance ou de communication. Et ArgisUrban permet de communiquer clairement les informations, de recevoir des feedbacks des citoyens. Cela permet une meilleure transparence et donc un engagement du public plus grand. La connexion avec ArgisHub facilite cette interaction. Quelles sont les caractéristiques particulières d'ArgisUrban qui en font une application si intéressante? Tout d'abord, l'utilisation des basemaps 3D. Il y a deux types de basemap.
les basemaps simples, schématiques, qui sont juste simplement les représentations des bâtiments de la ville telle qu'elle est. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle un mesh, qui est plutôt une vue satellite de la ville, mais en 3D. Et donc, c'est une couche qui s'ajoute au-dessus des informations de la ville de base. Aussi, ArcGIS Urban supporte les modèles BIM. Donc, si c'est quelque chose que vous possédez déjà, vous pouvez toujours l'intégrer dans ArcGIS Urban. Mais en plus, vous pouvez ajouter d'autres couches, par exemple une couche d'arbres, une couche d'inondation, pour avoir une vision de la ville dans son ensemble avec toutes les informations possibles et imaginables. Ces couches supplémentaires doivent être des web scenes hébergés dans ArcGIS Online pour que ArcGIS Urban puisse les lire. Comme nous en avons parlé précédemment, nous pouvons développer des projets et des plans dans ArcGIS Urban, mais ici on va plutôt parler de la différence entre les deux. Les projets, c'est plus une idée à court terme, qui concerne qu'une ou deux parcelles. C'est un bâtiment qu'on modifie, sur lequel on a une vision. C'est plus petit, c'est pensé plus court, c'est plus spécifique dans l'espace et dans le temps. Tandis que le plan, c'est une vue plus globale, à long terme, des activités d'un quartier ou de la ville en général. Donc on envisage les changements et les impacts sur une plus grande échelle. Ensuite, ArcGIS Urban permet aussi de fixer et d'atteindre des objectifs. Par exemple, un nombre de logements ou une diversité d'activités. On peut déterminer un nombre de populations qu'on voudrait atteindre et donc pouvoir ajouter le nombre de logements en fonction pour atteindre ce nombre de populations. Mais si on veut aussi, par exemple, une diversité des activités sur une parcelle, quels sont le pourcentage de commerce, quels sont le pourcentage d'habitation. Tout ça peut être visualisé et mis en forme quantifiée dans ArcGIS Urban. Les indicateurs permettent de visualiser, de comprendre et de quantifier les objectifs qu'on s'est mis, d'avoir une bonne vision de tous ces plans, de pouvoir mettre des chiffres sur nos idées. Et donc, on peut calculer ces différents indicateurs qui représentent le contexte et l'environnement de la ville. On peut citer par exemple l'abordabilité des logements, quel est le prix s'il évolue en fonction d'un projet ou d'un autre. Par exemple, la production de déchets que va produire une parcelle ou un bâtiment, tout ça peut être repris et vu avec ArcGIS Urban. Les exemples que je vais vous présenter maintenant sont des exemples qui décrivent les défis urbains auxquels certaines villes ont été confrontées et comment ArcGIS Urban les a aidés à y faire face et à y répondre. Les exemples sont majoritairement des États-Unis, mais sont bien sûr applicables à nos villes européennes. Tout d'abord, San Francisco. San Francisco fait face à une croissance démographique importante. Et pour déterminer dans quelle mesure une croissance supplémentaire est souhaitable, comme pour choisir des bonnes méthodes et des outils face aux décisions qui vont devoir être prises, comment ils vont procéder au rezonage et à la planification des infrastructures nécessaires à une ville de qualité, les outils d'ArcGIS Urban de planification vont les aider à évaluer et modéliser les changements dans la ville sur le long terme. Voici une représentation de la ville de San Francisco dans ArcGIS Urban et comment ils ont modélisé la ville et les changements possibles, les différents projets dont nous parlions, les différentes possibilités dans ArcGIS Urban. On y voit différentes, ici un plan avec différents scénarios, différentes zones auxquelles ils vont faire face. Boston a aussi utilisé ArcGIS Urban
pour analyser et visualiser l'impact de la construction d'un gratte-ciel sur un parc à proximité. L'ombre du bâtiment sur le parc était un des points de contention. Et avec l'application, ça a permis de prendre en compte les réglementations légales de la ville sur les zones d'ombrage et de les intégrer dans le projet. Je vais vous montrer. Voici le parc dont il était question, avec les ombres comme ça l'était avant, et avec la construction du nouveau bâtiment en orange qui est montré. À différentes heures de la journée, on peut voir les différentes ombres qui donnent sur le parc et prendre des décisions en fonction. La ville de Boston, après des discussions, ont choisi de faire un compromis entre tous les partenaires. Ils ont décidé ensemble, grâce à l'application, de quelle décision était la meilleure pour la ville. La ville de Honolulu, elle, faisait face à un challenge différent des autres. Le développement de Airbnb et de maisons de location à court terme ont fait grimper les prix immobiliers depuis quelques années. Et donc trouver un logement à des prix abordables était devenu un défi pour la ville et ses habitants. La ville a donc envisagé de modifier les codes de zonage qui équivaut à notre plan de secteur afin d'aborder la question. Le SIG les a aidés à quantifier la façon dont ce problème était apparu et leur a donné les moyens de résoudre ce problème. Nous allons maintenant commencer la démonstration de l'application et commencer par créer un modèle urbain. Alors voilà, nous sommes connectés sur notre compte Argis Online et pour accéder et ouvrir l'application, on peut cliquer sur les trois petits points en haut à droite et voir ouvrir l'application Urban ici en dessous. Ceci va permettre d'ouvrir l'application. Nous allons d'abord créer un modèle. Et donc pour créer le modèle, nous cliquons sur Create App, ici en haut à gauche, Urban. Alors l'application va s'ouvrir, ça peut prendre quelques minutes. Nous allons cliquer sur Nouveau. On lui donne un nom. Et nous utilisons le template US Défaut qui permet d'avoir quelques informations supplémentaires. L'ouverture de l'application peut prendre quelques minutes. Voilà, nous voici dans l'application. Alors, on a une vue globale de la Terre. Nous allons travailler à San Francisco. Alors, on peut chercher dans San Francisco, California. On nous emmène directement à l'endroit précis. Voilà. Alors, nous allons d'abord ajouter les basemaps 3D. Pour ceci, vous allez dans Manage. On voit les informations générales de notre application. Alors, on va insérer les basemaps 3D. D'abord, la visualisation schématique, ça veut dire pas vraiment sans l'imagerie. Nous allons dans le petit crayon qui est sur le côté. Alors, dans ArcGIS Online, nous cherchons OK. La layer, voilà, s'ajoute. On va aussi ajouter la layer avec l'imagerie. Alors, nous faisons la même chose.
utilisons des données qui sont déjà disponibles dans ArcGIS Online et qui sont publiques, mais bien sûr, vous pouvez utiliser vos propres données. Il suffit de les publier dans ArcGIS Online et aller les rechercher de la même façon que ce que je viens de faire. On peut ajouter d'autres layers qui sont des layers par exemple d'arbres. On peut aussi mettre des elevation layers. Tout ça sont aussi des options possibles. Ici entre parenthèses vous avez le format dans lequel les layers doivent se trouver. Pour les imageries, les 3D, ce sont des scene layers qui sont des objets 3D. D'autres sont juste des web maps, des layers particulières. Pour activer la visualisation imagerie, nous allons l'activer ici en bas dans Initial Visualization. Nous choisissons Imagery. Et lorsque nous retournons dans l'Overview, on peut voir que la partie de San Francisco a maintenant des bâtiments en 3D qui peuvent être vus et visualisés. Alors maintenant, si nous voulons voir de la partie imagerie, on choisit imagerie ici. Et voilà, nous pouvons voir les bâtiments de San Francisco en 3D. Alors on peut ajouter d'autres layers. Si on retourne dans Manage, on peut, dans l'onglet Layer, vous pouvez ajouter Zoning, Land Use, Overlays ou Parcelles, qui sont d'autres layers qui peuvent ajouter des informations supplémentaires à votre projet. Donc ici par exemple nous allons ajouter une couche de parcelles. Alors on clique sur Add et nous allons aller chercher la layer des parcelles de San Francisco. Voilà. Et nous n'avons pas besoin de matcher les différents fields. Nous allons passer cette étape. Nous attendons évidemment que ça charge. Voilà, il a réussi à importer toutes les features. Et voilà, quand nous retournons dans l'overview, voilà, je peux maintenant sélectionner différentes parcelles. Par exemple, j'aurai toutes les informations disponibles sur la parcelle ici, l'air, qui sera différente bien sûr de celle-ci. Toutes ces informations, toutes ces layers peuvent être ajoutées, donc aussi avec l'utilisation du sol, les zonings, toutes des informations qui peuvent être ajoutées à votre map de base. Après avoir créé un modèle urbain et ajouté les données, nous allons créer un nouveau plan d'aménagement urbain. L'application se compose de différentes parties. Ici, comme on l'a pu déjà le voir, on peut choisir si on veut voir le projet en schématique ou en imagerie. Mais alors on a une section projet, une section plan et une section indicateur qui sont pour l'instant uniquement disponibles pour les États-Unis. Alors on peut soit créer un nouveau projet. Ici nous allons créer un nouveau plan de zoning. Nous lui donnons un nom, Mission B dans ce cas-ci, et une adresse qui peut être Mission B San Francisco. Ça ne doit pas être exactement précis. Nous allons dessiner la parcelle qui sera modifiée. Hop.
voilà l'aire qui sera l'endroit, la zone qui sera utilisée aujourd'hui pour notre petit plan d'aménagement de Mission Bay. Alors, nous allons attendre qu'il charge et notre nouveau plan est maintenant disponible. Lorsqu'on retrouve, on a les projets où nous n'avons pas créé de projet, les plans où nous avons notre Mission Bay plan et que nous allons ouvrir pour analyser et découvrir encore plus d'applications. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a de nouveaux onglets qui sont disponibles. Développe, donc on peut sélectionner différentes parcelles et avoir plusieurs informations. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations puisque nous n'avons encore rien désigné sur ces différentes parcelles, on n'a rien aménagé. Donc là, on peut sélectionner de manière plus précise avec on peut dessiner une zone nous-mêmes. Voilà, on peut dessiner avec un rectangle pour sélectionner. Voilà, on peut sélectionner une parcelle à la fois. Voilà, chacun clic donne pour finir et commençons maintenant à aménager notre zone et créons par exemple un nouveau bâtiment dans une zone dite vide. Donc nous allons sélectionner une parcelle. Ici je vois qu'il y a un parking où je pourrais construire peut-être un nouveau bâtiment. Il est ici. On voit que c'est un parking pour l'instant. Si je clique sur Modify, je peux mettre Apply Building Type. Je peux choisir par exemple un Low-Rise Office qui a différentes particularités qui sont décrites ici. S'adapte automatiquement aux régulations si on importe une layer de zoning et que cette layer a des conditions sur certaines parcelles de comment on peut construire, le bâtiment s'adapte automatiquement à ces régulations. Ici, nous n'avons pas mis de régulation et donc le bâtiment se met au mieux sur la parcelle. En ajoutant des zones, on peut modifier le bâtiment, la façon dont le bâtiment est construit sur la parcelle. Une autre parcelle, je peux aussi mettre d'autres bâtiments. Je peux mettre par exemple High Rise Residential. Et là, tout de suite, un autre type de bâtiment s'annonce avec d'autres caractéristiques. Et voilà, on peut construire différents types de bâtiments comme cela. On peut aussi construire des bâtiments complets par nous-mêmes. Ça, c'est ce qu'on va faire. On choisit une nouvelle parcelle. Et là, on clique sur Edit Space. Cliquez de construire un nouveau bâtiment. Et je peux construire de moi-même un bâtiment grâce à l'outil de dessin. L'outil de snapping permet de se lier tout de suite au bord de la parcelle. Et voilà, j'ai déjà le début d'un bâtiment. Je peux, bien sûr, le transformer, changer les vertices moi-même. Voilà. Changer directement les côtés. Aussi changer la taille, la hauteur du plafond, modifier différentes caractéristiques de ce bâtiment qui sont ici. Par exemple ici, le type d'espace est considéré comme culturel, mais nous pouvons changer. On peut mettre un hôtel, on peut mettre une résidence multifamily, par exemple, famille multiple. On peut changer la hauteur
du plafond, donc de l'étage. Je peux mettre 5 mètres par exemple. Et donc là, on peut voir, on ne voit pas très bien, je vais zoomer, que la hauteur change. Si je mets 10 mètres, si j'en mets 3, on voit la différence. Je peux maintenant dupliquer ces étages plusieurs fois. Et alors, on construit un bâtiment dans son ensemble. Je peux aussi donc modifier un étage à la fois. Je ne dois pas forcément modifier tout le bâtiment. Si je fais un nouvel étage, je peux modifier les différents vertices pour avoir une autre forme, un autre étage. Voilà, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Je peux changer les différentes fonctions de chaque étage séparément. Donc ici, c'est toujours multifamily, mais je peux décider que maintenant, ce sera plutôt le single family et que le premier étage sera du retail. Voilà, quand on a fini, on clique sur Done et le bâtiment dans son entièreté est là. On peut voir maintenant que dans notre espace, on peut voir que le plan, on voit les différentes proportions des différentes fonctions des différents bâtiments, l'office, parking, le résidentiel, family multiple résidentiel, single family, le retail. Tous les différents espaces sont bien définis ici dans notre scénario 1. Si je clique sur une parcelle, j'ai chaque parcelle séparément les différentes informations de chaque parcelle, une à la fois. Voyons maintenant l'effet de l'addition d'une zone au plan d'aménagement. Je vous rappelle qu'on peut ajouter directement une layer de zoning qui détermine directement les régulations des différentes zones. Ici, nous allons donc ajouter une contrainte de zoning manuellement. On va dans le petit onglet Zoning. Et là, on va tracer Edit Geometry. Et nous allons pouvoir ajouter une nouvelle zone en cliquant sur le petit bouton, le petit plus. Je vais nous donner une meilleure vue de la zone. Voilà. Et puis, je trace la zone que je veux modifier. Voilà. Ok, quand j'ai fini de dessiner, et alors on voit que directement la zone s'est mise en single family residential parce que c'est ce qu'il y a, c'est pas le défaut de ArcGIS, mais nous pouvons modifier bien sûr la zone. En sélectionnant la zone, on peut utiliser l'outil Split. On va retracer une zone. Et Split. Alors maintenant nous avons deux zones bien distinctes qui donnent, et je peux maintenant modifier les différents types de zones. Donc par exemple, je peux changer ma zone de droite en mixed use. Et alors la couleur change en fonction. Donc chaque zone a des caractéristiques différentes. Par exemple le mixed use, si on a les informations, on voit
que le maximum de la hauteur des bâtiments est de 19,81 mètres. Et alors voilà, on voit différentes caractéristiques qui sont des zonings déjà prédéfinis. Mais voilà, ça ce sont les paramètres par défaut. Bien sûr, on peut, si vous entrez vous-même votre shapefile de zoning, ces caractéristiques seront différentes. Alors je vais assigner ce type de zone à celle-ci. Maintenant, nous allons voir comment le type de zone peut vraiment changer la forme des bâtiments. Je vais assigner à notre zone de gauche ici le type Mixed Use, qui est un type prédéfini, mais nous allons maintenant changer les caractéristiques du Mixed Use en cliquant dessus. Par exemple, clique sur tiers 1, on peut voir que différentes distances possibles sont possibles entre le début en fait de la zone et le bâtiment. Et donc on peut changer, par exemple, frontier back au niveau de la street. Ici c'est à 0 mètres. On peut bien sûr mettre 5 mètres. Ici on peut mettre 10 mètres. Et alors, nous cliquons OK. Et alors, on clique oui. Tournant dans le développement, sur notre bâtiment, nous allons faire Apply, Modify, et nous allons faire Reapply de Current Bullet Type. Et tout de suite, on voit que le bâtiment a été modifié pour correspondre aux différentes contraintes que nous avons définies juste avant grâce au zoning. Alors le Edge Orientation correspond en fait aux différents noms qui sont associés aux différents côtés de la parcelle ou de la zone. Ici on voit que nous avons une route ici et nous pouvons tout à fait décider que ce côté va s'appeler front, devant la rue, que ce côté est ici c'est le derrière. Et voilà, comme ça on a redéfini l'orientation de notre bâtiment, qui peut aussi avoir des impacts dans le zoning si on définit certains paramètres. Si je vais je refais Modify, Reapply Current Building, je vois que ça modifie le bâtiment car les paramètres du zoning que nous avons défini prennent en compte la nomination des différents côtés. Calculons maintenant un indicateur, ou aussi appelé métrique, d'affordabilité de nos logements. Alors, ici, dans le fond, en haut, tout à droite, dans le dashboard, on peut voir maintenant que toutes sortes de calculs d'indices ont été calculés grâce à ce que nous avons ajouté sur la zone. Par exemple, la population, les households, en fonction de ce que nous avons défini avec nos bâtiments, avec les fonctions qu'ils ont, ArcGIS Urban calcule différents indicateurs comme le nombre de maisons qui sont possibles, le nombre de populations qui est possible, le job qui peut être considéré dans ces infrastructures. Et donc voilà, ça ce sont des indicateurs qui sont calculés par défaut, mais nous allons voir maintenant comment calculer un indicateur personnalisé, donc comment créer nous-mêmes un petit indicateur. Nous allons dans Mission Bay Plan, dans Configure,
À droite, on a Matrix. Et là, ce sont les différentes métriques qui sont déjà calculées par ArcGIS-Urban. Nous allons cliquer sur Add. Alors, on peut lui trouver un nouveau nom. Quand le loyer sera bas pour la location des appartements, je peux mettre units, ça c'est le nom. Ce sera un nombre. Et alors, il faut évidemment calculer. C'est another métrique. Nous allons calculer ça par rapport au nombre de logements. C'est un coefficient. Et le paramètre va s'appeler abordable en anglais. Alors, on voit que notre métrique a été rajoutée ici, sur le côté. Ici, on a une nouvelle métrique. Si je vais dans Space Use Type d'utilisation du bâtiment, je peux déterminer dans les 3 petits points sur le côté les paramètres métriques. Et donc par exemple pour le household, pour le affordable, je peux dire que pour le résidentiel multifamily, eh bien je peux mettre 0,2. Ok. Mais que par exemple pour le single family, eh bien ce sera peut-être 0,5. Lorsque je retourne à notre plan, la métrique affordable unique a été calculée. La dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment réaliser une analyse des ombres sur la zone étudiée. Les outils d'analysis, ici en dessous, vous permettent de mesurer des distances, tout simplement, ou de mesurer des airs de la même façon, mais aussi de voir des lignes de vue ou des profils. Mais ce que nous allons voir ici, par exemple, ce sont les ombres. Ici, on voit les ombres que donnent les bâtiments sur les zones à différents moments de la journée. Vous pouvez choisir différentes dates. Ici, nous sommes le 16 août. Les ombres vont être d'une certaine façon. Mais si nous prenons la date d'aujourd'hui, le 17 décembre, des ombres seront bien sûr différentes. La valeur seuil, c'est-à-dire le nombre d'heures totales dont la surface est couverte par une ombre. Donc une surface qui serait couverte moins de 2 heures, par exemple ici, ne serait pas indiquée sur le schéma. Si je descends ce seuil à 1 heure, voilà, il y a évidemment plus de surface qui est concernée. Si je monte à 4 heures, là il y a bien sûr moins. Mais on peut aussi mettre toute la totale du temps. Et alors là, on a aussi plutôt une intensité qui se met sur notre visualisation de la ville. Voici dans les grandes lignes toutes les possibilités qu'offre ArcGIS-Urban. J'espère que vous avez apprécié la présentation. J'ai repris ici quelques liens qui peuvent être utiles si vous voulez en savoir plus sur l'application d'ArcGIS-Urban. Je peux les ajouter dans le chat si c'est plus facile pour vous ou si ça vous intéresse. La vidéo est une présentation d'ArcGIS-Urban qui reprend de manière générale ce dont nous avons déjà parlé aujourd'hui. La documentation, ce sont les aides disponibles si vous décidez de vous lancer dans l'application.
Et alors j'ai aussi repris les liens vers les exemples que j'ai présentés si vous désirez plus de détails. Ceci conclut le webinaire d'Argisurban. Avez-vous des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat, je ferai de mon mieux pour y répondre. Je vous donne aussi ici les coordonnées si jamais vous avez n'importe quelle question, que ce soit au niveau du support technique, des trainings plus personnalisés dont vous auriez besoin, du coaching, ou si vous désirez de l'aide dans vos projets, vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse et au numéro de téléphone ci-dessus. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse quelques minutes pour poser toutes vos questions et je vous retrouve pour y répondre.